Alors bienvenue à toutes et tous à ce quatrième jeudi de la FEMS, comme je le disais, qui va porter sur la thématique de la langue régionale au musée, avec plusieurs de nos adhérents qui vont nous faire des retours d'expérience. Et donc cette rencontre animée par notre vice-présidente Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne, voilà, à qui je passe tout de suite la parole pour commencer ce jeudi. Bonne rencontre à toutes et tous. Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. Donc, je vous propose, comme finalement, traditionnellement, tous nos jeudis de la FEMS, voilà, de procéder, à une conversation, à un échange qui permettra, à nos différents intervenants, voilà, d'exposer les problématiques qu'ils peuvent, avoir dans leur, musée par rapport à cette problématique, des langues. Hem et je vais peut-être commencer par un petit propos, liminaire pour, bien cerner de quoi nous parlons. Et donc je me suis tout simplement rendue, hier en préparant ce jeudi sur le site du ministère de la Culture. Voilà, pour voir comment, cette problématique des langues régionales est abordée. Et les langues régionales, selon le ministère de la Culture, ce sont des langues parlées sur une partie du territoire national depuis plus longtemps que le français, langue commune. Et elles sont citées par ordre alphabétique: basque, breton, catalan, corse, dialecte allemand d'Alsace et de Moselle, flamand occidental, franco-provençal, langue d'Oïl, occitan ou languedoc, parler ligurien. Donc voilà pour cette, 1re énumération. Alors pour, rappel aussi dans un cadre un petit peu plus vaste que notre cadre national, l'Union européenne, compte plus de 60 langues, régionales officiellement, qui sont parlées par plus de 40 millions de citoyens, dont, autour de 5-6 millions en France. Et elles sont protégées depuis 1992 par la Charte européenne, des langues régionales ou, minoritaires. Alors qu'en est-il de la France? La France, elle a également signé cette charte européenne des langues, régionales ou minoritaires en 1999, dans un but de protection et de promotion, mais elle ne l'a pas ratifiée. Et donc seul le français, a un statut de langues officielles. Et c'est le Conseil, constitutionnel. Hem, enfin, pour le Conseil constitutionnel, ce texte était contraire au principe constitutionnel d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. Donc ça nous montre, voilà, l'héritage, jacobin, qui pèse, voilà, autour de cette problématique. Et vous vous rappelez peut-être, voilà, plusieurs, événements quand même récents, que ce soit en 2013, la motion qui a été votée par l'Assemblée corse et qui donnait un statut, co-officiel à la langue, et qui a été déclarée anticonstitutionnelle. Ou même, l'année dernière, l'actualité, législative, puisque en mai 2021, le Conseil constitutionnel avait également partiellement censuré, la loi sur la protection patrimoniale des langues régionales, et notamment voilà, autour de la problématique de l'enseignement, immersif. Voilà, donc voilà un petit peu pour poser le cadre. Et puis en termes de protection, les langues régionales sont également, reconnues comme appartenant au patrimoine français, depuis, 2008. Et c'est vrai que la problématique enfin plutôt la loi, sur le patrimoine culturel immatériel, dans le cadre de l'UNESCO, a aussi permis un certain nombre d'actions. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des musées, et notamment, des incitations, par exemple, que pourrait, proposer le service des musées de France? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de dispositif, spécifique, en tout cas dans le champ, des musées, et qu'on se retrouve plutôt sur une politique, volontariste, qui est menée par les musées, en région, notamment, soit dans le cadre, d'axes de leurs projets scientifiques, et culturels, soit en lien, avec des incitations plus larges, que ce soit des axes des politiques, régionales, voire des différentes tutelles, auxquelles peuvent, émaner, nos musées. Donc pour discuter, avec nous, aujourd'hui, autour de cette place des langues, donc je vais vous présenter, nos invités, à qui je vais donner, successivement, la parole. Donc en premier lieu, Sylvie Sagne, qui est chargée de recherche au CNRS et qui a, créé et qui anime le GIS, Patrimoine, en partage, qui est également, membre associé, de la FELS. Donc voilà, je lui proposerai de poser justement le sujet vue de chercheur, voilà, dans un propos liminaire. Et puis ensuite, voilà, je poserai, à chacun de nos invités,
un ensemble de questions. Donc je présente en partant de l'est, Adrien, Fernic, qui est chargé de médiation et de projets, culturels au musée alsacien. En descendant vers le sud, Patrice, Gauthier qui est, chargé de mission, numérique et langue provençale, au sein du conseil, départemental des Bouches-du-Rhône et qui travaille également, en lien avec les équipes du Muséum Arlaten. Et puis, en descendant, enfin en continuant vers le sud, mais en allant un petit peu vers l'ouest, Audrey, Farabos, documentaliste, au musée, basque et de l'histoire de Bayonne et puis tout à l'ouest, je pense qu'elle nous a rejoints, Catherine Sparta qui est directrice de l'écomusée des Monts d'Arrée. Voilà, donc Sylvie, peut-être, je te passe directement, la parole pour, voilà, que tu puisses nous exprimer ton point de vue par rapport à ces enjeux de la langue, dans les musées de société. Merci Céline, bonjour à tous. Alors pour l'ethnologue que je suis, plutôt spécialisée dans les questions patrimoniales, la question de la langue, est justement intéressante parce que, elle nous semble marquée au coin de paradoxes ou, sinon d'ambivalence. Et ces ambivalences, je dirais qu'elles sont, de 2 ordres. D'abord parce que, les langues, du point de vue de l'UNESCO, sont considérées comme des véhicules des différentes manifestations, du PCI. Elles forment et tandis qu'elles forment pour le sens commun un patrimoine à part entière. Donc on a véhicule d'un côté, simple véhicule d'un côté et patrimoine, de l'autre. Alors commençons par l'UNESCO qui ne reconnaît pas les langues comme patrimoine en tant que tel, mais comme vecteur d'autres patrimoines, de récits, de chants, de poèmes. Je pense utile de citer justement l'UNESCO tel que ça apparaît donc sur le site. Bien que la langue sous-tende le patrimoine immatériel de nombreuses communautés, la protection et la préservation des langues excèdent le champ de la Convention de 2003. Cela étant, la langue est visée à l'article 2 en tant que moyen de transmettre le patrimoine culturel immatériel. La différence des langues façonne la transmission des histoires, des poèmes et des chants et affecte leur contenu. La mort d'une langue se traduit inévitablement par la perte définitive de traditions et expressions orales. Cependant, ce sont ces expressions orales elles-mêmes et leur interprétation en public qui contribuent le mieux à sauvegarder une langue, plutôt que les dictionnaires, les grammaires et bases de données. Les langues vivent dans les chants et les récits, les énigmes et les poèmes. Ainsi, la protection des langues et la transmission de traditions d'expression orale sont très étroitement liées. En somme, le PCI dépend de la langue et réciproquement, mais pour autant, les langues n'ont pas à figurer sur les listes de l'UNESCO. Loin des hautes sphères onusiennes, le sens commun, lui, conçoit aisément la langue comme un patrimoine, en appelant à son intégrité, produit de l'histoire, notamment dans les circonstances où la langue est attaquée. Cela concerne aussi bien les langues minoritaires, les langues régionales dont il est question ici, qu'une langue comme le français. Je vous renvoie aux alertes lancées en 2016 par le linguiste Alain Rey à propos des menaces que font peser ce qu'il appelle les californismes et leur invasion, c'est-à-dire ces sortes d'anglicismes qui nous viennent des États-Unis et plus spécialement de la Silicon Valley et qui sont, selon lui, donc envahissent notre vocabulaire alors que nous disposons d'équivalents en français. Et du reste, un quart de siècle plus tôt, c'est justement pour lutter contre les assauts de l'anglais, à l'heure où la France ratifie le traité de Maastricht, que nos députés ont inscrit dans la Constitution, à l'article 2, excusez du peu, la phrase, je cite, la langue de la République est le français. Ceci dit, en dehors de ces situations de menaces, comme a pu l'être aux yeux des souverainistes la montée en puissance du projet européen, il s'agit, pour tout un chacun, d'un trait culturel plus ou moins inconscient de lui-même, une culture, je dirais, sans majuscule, la culture sans guillemets. C'est quelque chose que l'on vit, enfin, qui est culturel, mais que l'on vit sans en avoir vraiment conscience.
Alors, c'est moins le cas pour les langues régionales, qui sont depuis longtemps en situation de mort programmée. J'emprunte l'expression à un collègue, ce qui m'amène à la seconde ambivalence, à savoir que ces langues régionales sont un patrimoine mort pour les uns et un patrimoine vivant pour les autres, ce qu'a déjà souligné Céline. Déjà au XIXe siècle, ces langues sont appréhendées par les élites comme des monuments auxquels s'attache la beauté du mort, dans une France conçue comme une et indivisible. En témoigne entre autres cette entreprise qu'a été les Archives de la parole, que vous connaissez peut-être, du grammairien Ferdinand Bruno. Il a réalisé un certain nombre d'enregistrements que vous retrouvez aujourd'hui dans Gallica, hein, s'ils sont à la BNF. Et donc, il est parti dans les Ardennes, dans le Berry, le Limousin, avec pour finalité de fixer des phénomènes linguistiques, selon lui purs, à caractère historique, sinon archéologique. Il s'agissait donc, pour ce grammairien, par ailleurs champion de l'idéal républicain d'une langue nationale, de monuments, de survivants s'appelaient à disparaître naturellement, aidés en cela par l'école et par le bon sens. Et d'ailleurs, c'est bien au titre de patrimoine qu'à leur tour, ces langues ont été introduites dans la Constitution avec la phrase « Les langues régionales appartiennent à son patrimoine ». Céline l'a évoqué tout à l'heure, c'est d'abord en 2008, en complément de l'article 2 que j'ai cité tout à l'heure, ce qui a aux yeux de certains été leur faire beaucoup trop d'honneur. Et donc, suite à la levée de bouclier de l'Académie française et du Sénat, la phrase a été déplacée pour compléter le titre 12 relatif aux collectivités territoriales. Cette reconnaissance constitutionnelle est perçue comme un cadeau empoisonné, comme un piège par les défenseurs de ces langues, pour qui ces langues ne sauraient être reléguées au musée. Elles sont en effet pour eux et pour ceux qui les parlent encore et au-delà, d'abord à l'échelle individuelle, un marqueur culturel, chevillé au corps, quasi charnel, et chevillé aussi au cœur, au niveau émotionnel, des témoins d'un enracinement ou un moyen de cet enracinement pour les allochtones. Et à l'échelle collective, elles sont considérées comme l'armature, la condition d'existence des cultures régionales. Alors même qu'elles ne sont plus apprises naturellement, entre guillemets, au sein des familles, mais dans des cadres restreints et institués, artificiels, ceux de l'école, et qui plus est, sous une forme normalisée, une forme qui se trouve quasi étrangère aux plus anciens locuteurs. Donc face à ces postures contrastées, on comprend pourquoi les langues trouvent difficilement leur place au musée en France, et plus encore pourquoi on trouve peu ou pas d'institutions muséales qui leur sont totalement dédiées. Alors on relève quelques exceptions, comme alors le musée des langues. Il s'agissait d'une exposition itinérante dans les années 2000 pour jeunes publics installés dans 2 containers. C'était plutôt une performance artistique que véritablement un musée des langues. On a aussi Mundo Lingua, le musée des langues, ouvert à Paris en 2013, fondé par un certain Marc Orenland. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai aussi relevé une exposition qui s'intitule L'écho de ma langue. C'est une expo quiz pour les 13-18 ans d'une entreprise qui s'appelle Moutard Expo et qui est mise à la disposition des professionnels de l'éducation. Alors dans tous ces cas, on parle moins d'une langue en particulier que des langues. L'accent est mis plutôt sur le langage, la phonologie, la sémantique, la lexicologie, la grammaire, la syntaxe et la diversité et la richesse des cultures pour dire l'égalité de chaque être dans ce monde. Alors pour ce qui est des langues à proprement parler, envisager chacune en particulier, je ne repère pas beaucoup plus d'occurrences. Alors pour le français, une exposition qui a été réalisée en 2001 qui s'intitulait « Tu parles le français dans tous ses états ». Et puis bientôt va ouvrir, je pense
à l'automne, là, en 2022, au château de Villers-Cotterêts, la Cité internationale de la langue française. Pour les langues régionales, on relève quelques expositions. Inventer le monde au musée dauphinois, c'était en 90, c'était une exposition quelque peu pionnière. Parlons du breton en 2001 au musée de Bretagne. Alors, une autre exposition dont l'intitulé, dont je ne me hasarderai pas à prononcer l'intitulé, puisque c'est justement langue régionale, mais donc le sous-titre, c'est Une histoire et des langues en Alsace. C'était en 2011, donc à l'écomusée d'Alsace. J'ai aussi relevé Paroles de pays proposées par l'IEO d'Auvergne. Et puis encore Paroles occitanes d'aujourd'hui, une exposition itinérante proposée par le CIRDOC. En fait, si on fait le total de tout ça, on peut se dire quand même que c'est bien peu à considérer que plus de 75 langues sont reconnues comme langues de France, c'est-à-dire parlées par des citoyens français en France depuis assez longtemps pour faire partie du patrimoine culturel national et qui par ailleurs ne sont pas langues officielles d'aucun État. C'est une définition donc du ministère de la Culture. Alors, si on peut s'étonner du sort muséo ou expographique fait aux Français, en tout cas jusqu'à présent, et aux langues de France, c'est parce que ça contraste avec celui que connaissent d'autres langues en d'autres pays, à commencer par le norvégien, qui a son musée à Horsta depuis 1898. Et puis, donc, on relève un peu partout dans le monde des musées de ce genre. Par exemple, à Parle, près du Cap, depuis 1975, on a un musée consacré à l'Afrikaans. Le Bangladais a son musée depuis 1989 à Dhaka. Le Lituanien a le sien à Vilnius depuis 2006. Le Hongrois a, alors, les noms sont difficiles à prononcer, à Svefalom depuis 2008. Le Portugais à Sao Paulo depuis 2006. L'espagnol argentin a son musée à Los Polvorines depuis 2012. L'occitan, son musée, mais pas en Occitanie, il l'a en Italie du Nord depuis 1999. Et du reste, dans plusieurs provinces italiennes, on relève comme ça des musées consacrés, ici au ladin, là au dialecte du Haut-Lario occidental, bon, etc. Le basque a son musée à Bilbao. Et toutes les langues parlées au Canada, le français, l'anglais et toutes les langues autochtones, plus les langues amenées sur le territoire avec l'immigration, s'exposent au Musée canadien des langues à Toronto depuis 2011. Donc, à l'évidence, la France n'est ni pionnière ni particulièrement dynamique en la matière. Voilà ce que je peux dire pour le contexte un peu général, s'agissant donc des langues en France et de le sort qui leur est fait donc au musée. Alors, est-ce que vous voulez que j'enchaîne avec l'étude de Sandy Pouchot ou vous voulez que je réserve pour plus tard? Ce que je propose peut-être, c'est d'enchaîner peut-être effectivement sur un jeu de questions. Ça permettra à nos collègues de parler. Et puis on reviendra peut-être sur l'étude, Sylvie, puisque je pense que c'est intéressant de la partager avec nos collègues. Donc justement, après ces propos liminaires, voilà, fort intéressants, je disais qui montrent quand même qu'on n'est pas spécialement en avance et que notre contexte particulier sur notre cadre aussi politico-administratif l'explique partie. Ça sera intéressant de voir justement les initiatives qui sont menées dans les musées de notre réseau. Et donc, première question, et donc je vais proposer peut-être qu'on fasse un tour de France d'est en ouest et donc poser à Adrien quelles sont les problématiques voilà, qui se posent en Alsace et quels sont les axes finalement que vous avez choisi de développer, notamment d'un point de vue de l'action culturelle. Oui, alors effectivement, en Alsace, la définition officielle de la langue régionale, c'est qu'elle comprend les dialectes alsaciens qui sont des dialectes germaniques, pour être précis, franciques et alémaniques, et également l'allemand standard.
Mais il y a aussi d'autres langues régionales qui sont présentes, hein. Il y a le yiddish occidental, il y a les langues tziganes, donc le manouche et le yéniche. Et il y a aussi des parlers romans dans les vallées vosgiennes qui s'appellent le welsh. Ce qui est important de dire, c'est que déjà dans les collections du musée, la langue régionale est présente. Donc le musée alsacien, c'est un musée de société, mais traditionnellement c'est un musée d'art et tradition populaire ou d'ethnographie régionale. L'Alsace est une région qui est plutôt très tôt alphabétisée, donc on a énormément de documents d'imagerie populaire qui sont en fait des documents écrits, des décors de vaisselle, de murs de maison avec beaucoup d'inscriptions. 90% au moins de ces inscriptions étaient en allemand. Je dirais que la deuxième langue représentée est l'hébreu en fait dans les communautés juives. Le français en tant que langue écrite dans les collections du musée alsacien, c'est très très anecdotique. Les défis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme dans toutes les régions de France, peut-être avec un petit décalage historique, la langue régionale est en perte de vitesse. Actuellement, on a à peu près 40% de la population qui a une compétence linguistique suffisante dans la langue régionale pour suivre participer à une conversation. Globalement, le niveau de la langue a baissé, et évidemment le nombre de locuteurs aussi. Il y a une forte disparité entre ville et campagne et entre les générations. On estime à moins de 2% le nombre d'enfants qui naissent, si je peux m'exprimer ainsi, avec la langue alsacienne dans la bouche. Donc, ce qui fait que ce qu'on propose aujourd'hui, il y a un vrai travail de médiation justement pour avoir accès à des collections écrites dans ces langues, parce qu'elles sont pas maîtrisées plus autant maîtrisées par la population. Et puis il y a aussi le fait que malgré tout, ça reste une langue régionale qui est vivante, et ça nous semble important de proposer une médiation qui soit qui utilise les mêmes termes que la langue dans laquelle étaient utilisés les objets qu'on va montrer, par exemple de la vaisselle. Il y a certains objets du musée qui ont au moins 5 ou 6 noms différents en alsacien, et donc ça, évidemment, ça veut dire quelque chose. Quand on disait que la langue régionale est aussi un vecteur d'un patrimoine, c'est qu'effectivement, il y a des expressions, des proverbes, ça peut être humoristique, ça peut être poétique, qui sont liés directement à des objets de collection, et qui évidemment apportent un éclairage qui est tout à fait intéressant et qui est tout à fait complémentaire d'une approche classique d'un objet ethnographique. Et donc, pour ça, on propose des visites pour le public individuel en alsacien. Ce qui est intéressant, c'est que donc on n'en propose pas tellement par rapport, je sais, à ce qui se fait en Bretagne, par exemple. On en a 2 ou 3 par an. L'intérêt que je trouve, c'est que on n'a pas seulement le public local, enfin on a un public local, mais du fait de la position de l'Alsace, c'est un public qui est en fait international. On a très souvent des Suisses, des Allemands, voire des Autrichiens qui participent aussi à ces visites. Puisque généralement pour l'Alsacien est compréhensible pour eux. Donc c'est un élément important. Et l'autre élément important qui concerne plus de monde, plus de public, c'est l'offre qu'on va avoir pour les scolaires, puisqu'il y a une filière bilingue en fait, que ce soit dans des écoles privées ou publiques en Alsace. Alors, c'est essentiellement français-allemand. La place des dialectes alsaciens est très faible, notamment à l'école publique, pour tout un tas de raisons, mais je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Du coup, on a une offre en alsacien, mais aussi en allemand pour ces classes, offre qui va assez naturellement aussi être proposée à des classes de l'autre côté de la frontière, en Allemagne ou en Suisse. Et là, ça peut représenter entre 20 et 25 groupes par an, avec des visites et un certain nombre d'animations pédagogiques, donc y compris plus spécifiques, y compris par exemple pour des maternelles, pour tout type de public différent, du coup en allemand et ou en alsacien.
Alors, Adrien, j'avais une question là qui m'est Oui. venue. C'est vrai que quand vous êtes présenté comme chargé de médiation et de projet culturel au sein du service des musées de la ville de Oui. Strasbourg. Est-ce que l'offre justement dans ces différentes langues, elle est valable, elle est réservée entre guillemets, déployée uniquement au musée alsacien ou elle s'applique également dans les autres musées? Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des compétences linguistiques? C'est un sujet, je pense, qu'on va aussi développer avec le musée basque, la langue aussi comme langue de travail. Est-ce que vous êtes plusieurs, du coup, à partager finalement cette compétence-là au sein des musées de l'équipe? Alors effectivement, donc les musées Strasbourg, c'est enfin, c'est un réseau de musées avec pratiquement tous les services qui sont mutualisés, y compris le service éducatif. Alors, il y a des offres en allemand dans d'autres musées, essentiellement musée Tommy Ungerer, puisque bon, c'est un artiste qui est, je dirais presque plus connu en Allemagne qu'en France, avec un public qui est lié. Mais effectivement, c'est pas une offre qui est généralisée sur l'ensemble des musées. Ça aurait tout à fait sens de faire une visite en alsacien au musée d'art contemporain, etc. Mais là, je pense qu'il y a vraiment euh, un manque de compétences et peut-être aussi un manque je dirais d'intérêt, mais ça part de très loin. C'est-à-dire que je pense que dans le monde de la culture, et en particulier en Alsace, il y a eu très longtemps un profond mépris pour la langue régionale. Et aujourd'hui, il y a peut-être moins ce mépris, mais on n'y pense pas, ou vraiment on le regarde avec un petit œil amusé, mais on est encore très très loin d'un sentiment général qu'il faut faire quelque chose. Ça reste vraiment à la marge malgré tout. Et donc, et comme vous l'avez pressenti dans votre question, effectivement, il y a un manque de compétences parmi les personnes qui sont capables de faire une visite en alsacien. En fait, il y a très très peu. Il y a très très peu de gens qui en sont capables dans l'équipe. J'aurais presque tendance à dire qu'il n'y a que moi. Ouais, merci de ce premier éclairage. C'est vrai que le rapport, on parlait quand on était ensemble les intervenants sur le rapport qui vient de sortir sur le bilinguisme en Alsace, c'est assez intéressant. De ce que j'ai noté, c'est quand même une région où quand même le pourcentage en fait de locuteurs par rapport au reste de la population est quand même très fort, puisque du coup vous disiez plus de 40% quand même des personnes déclarent parler très bien ou assez bien l'alsacien, ce qui me semble important. J'avais retrouvé, et je la partagerai, une carte en fait que j'avais, alors qui commence un petit peu à dater, je ne sais pas si vous la voyez, qui montait un petit peu la cartographie, des langues régionales et qui distinguait, voilà, alors, ça reste une carte de presse, hein, c'est pas forcément une carte scientifique, les langues à forte vitalité et des langues à faible diffusion, mais c'est vrai qu'il y avait des chiffres qui étaient assez intéressants, qui précisaient du coup en noir, la pratique de la langue courante et qui montraient également le nombre, d'élèves scolarisés. Et de ce que je lisais du rapport, là qui vient de sortir en Alsace, c'est, l'importance, on va dire, de l'enseignement, comme vecteur d'apprentissage, puisque les familles, finalement, ça prend aujourd'hui moins au cœur des familles. Et finalement, le musée peut aussi, de ce que vous nous dites, être aussi un lieu, finalement, alors je ne sais pas si c'est d'apprentissage, mais peut-être que nos collègues, ensuite, hein, en Pays basque et en Bretagne, ou au musée Arlaten vont pouvoir enchaîner et nous apporter aussi des précisions, mais en tout cas un lieu de pratique. Voilà, je ne sais pas qui veut peut-être prendre la parole sur cette même, question, peut-être, Catherine, parce que vous avez une problématique en Bretagne aussi que je trouve qui est intéressante. Oui, bonjour. Oui, alors intéressante, je ne sais pas. En tout cas, on réfléchit beaucoup à la façon de présenter en fait, de donner une visibilité à la langue bretonne, parce que finalement, c'est un petit peu ça l'enjeu. Alors moi, je m'inscris complètement dans ce qui a été dit par Sylvie Sagne sur le fait que la langue, en fait, que le PCI, le patrimoine, dépend vraiment de la langue et réciproquement. Donc, effectivement, on est bien conscient que ce n'est pas un patrimoine culturel immatériel, mais c'est un vecteur essentiel. Donc, nous, on est vraiment dans cette ligne-là. Ensuite, pour comprendre un petit peu l'action de l'écomusée, il faut comprendre qu'on s'inscrit ici dans le territoire peut-être le plus bretonnant de Bretagne. On a en Bretagne 213 000 locuteurs, à peu près 5
5,5% de la population qui parle breton. Donc, c'est une langue effectivement à forte vitalité, on vient de le voir sur la carte que tu viens de partager. Et évidemment, plus on va vers l'ouest et plus il y a de nombreux locuteurs. Et sur le territoire des Monts d'Arrée, on est vraiment face à une langue qui vit naturellement. Et là, c'est là aussi que j'ajoute par rapport à ce qui a été dit que le breton est enseigné naturellement, c'est-à-dire dans le cadre familial par les parents en transmission directe sur ce territoire de façon assez courante. Et moi pour avoir effectivement traversé plusieurs territoires bretons, c'est vraiment le premier territoire que je rencontre qui a cette particularité-là. Évidemment, l'enseignement bilingue y est très, très, très dynamique. À Saint-Rivoal, donc là où se situe le deuxième site de l'écomusée, on a l'une des 3 écoles de Bretagne qui est en enseignement uniquement français breton. Il n'y a pas de filière monolingue dans cette école. Il n'y a que 3 écoles dans ce cas-là en Bretagne. Donc, on est vraiment sur une très forte dynamique. Donc, par rapport à ça, nous, évidemment, notre rôle est bien d'observateur de ce territoire-là et bien d'être un équipement bilingue. Donc, ça, c'est un choix complètement... c'est un acquis. Moi, c'est vrai que j'ai recruté les médiateurs sur ce critère-là de bilinguisme. Donc, les médiateurs sont bilingues. Comme on est une toute petite équipe, ça fait que la moitié de l'équipe est bilingue, finalement, puisque moi-même, j'ai appris à parler breton. Et donc, on s'inscrit dans cette dynamique-là en se disant que finalement, si les publics qui viennent nous voir sont bilingues, eh bien, ça repositionne la façon dont on traite notamment les traductions, les supports de visite, les supports pédagogiques, etc. Puisque on peut quand même se dire que quand on vient visiter l'écomusée en étant bretonnant, personne ne va lire les textes 2 fois le même texte. Et le bretonnant est comme tout le monde, il est un peu feignant, il parle français aujourd'hui, 100% des bretonnants parlent français, donc il va lire le texte en français en premier lieu, et évidemment, il ne va pas lire le texte en breton, puisque c'est la même chose. Donc nous, on a pris ce parti pris de discrimination positive, complètement assumé, de dire que le texte en breton n'est pas la traduction du texte en français, c'est autre chose, c'est un texte qui est écrit déjà par un bon bretonnant, quelqu'un qui est reconnu pour la qualité de sa langue et de son écriture en breton, à qui on demande de rédiger des textes, évidemment en ayant d'abord parlé du contenu scientifique, soit de l'exposition, soit du panneau d'interprétation ou autre. Et là, lui produit un texte en breton que nous sommes capables, nous, en interne, d'évaluer, de juger, de critiquer si besoin, d'amender. Et on propose ce texte-là. Donc, en fait, il y a effectivement du français et du breton dans les expositions et sur les parcours, mais ce ne sont pas les mêmes textes. De même, sur le guide de visite, donc on distribue à tous nos visiteurs un guide de visite pour qu'ils puissent comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et sur ce guide de visite qui est bilingue, français-breton, les informations en breton sont des ajouts pardon, excusez-moi, par rapport à la version française. Et on l'a fait également sur le document en anglais, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a traduit le français en anglais, mais on a laissé ce breton aussi en se disant que finalement, c'est important aussi pour les visiteurs étrangers de voir, de lire un peu de breton, éventuellement d'en entendre, mais c'est vrai que dans nos expositions, on en entend un peu moins, en dehors des visites guidées. Et donc, c'est ce qui m'amène au point de la médiation avec les médiateurs. Effectivement, l'intégralité de notre offre pour les scolaires est disponible en breton. Donc là, pour le coup, c'est des transcriptions exactes de ce qui se fait en français avec nos médiateurs bretonnants. Et là, donc, pour vous donner une idée, on a reçu là, en fait, voilà, les classes s'achèvent la semaine prochaine. Nous, on a reçu un certain nombre de scolaires et on a reçu parmi ces scolaires 38% de bretonnants en nombre de groupes. Je n'ai pas compté en nombre d'élèves, j'ai compté en nombre de groupes. Donc, on a 38% à peu près d'élèves bretonnants qui sont venus. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a une reconnaissance de ce rôle-là, je pense, de l'écomusée, que notre offre est assez claire, c'est-à-dire que quand les enseignants préparent leur visite en amont, ils trouvent quand même les renseignements nécessaires pour pouvoir venir ici avec leur classe bilingue. Et voilà, donc c'est un peu ce que nous avons choisi de faire. Ensuite, c'est vrai qu'on propose, mais alors
de façon peut-être un peu plus épisodique, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on renforce cet axe-là. On propose aussi des lieux d'échange, des moments d'échange, notamment plus sur le site de Saint-Rivoal qui s'y prête davantage. Par exemple, des veillées, des soirées contées, des soirées chantées, où on propose là, pour le coup, de venir échanger en breton, proposer des chansons du répertoire traditionnel breton, etc. Donc ça, l'écomusée est aussi reconnu pour ça sur son territoire. Voilà. Merci Catherine, peut-être pour déjà cette première présentation. Du coup, je propose voilà, qu'on rebondisse sur le musée Arlaten qui vient de réouvrir après une période longue de fermeture, et on sait tous, je pense, pour l'avoir visité, la plupart d'entre nous en tout cas, lors de nos dernières rencontres, que la figure tutélaire qui y plane est particulièrement attachée à la langue. On l'a vu dès les premières salles du musée. Voilà, Patrice Gauthier, vous ne travaillez pas directement au musée Arlaten, mais vous travaillez pour le département. Peut-être, du coup, ça m'amène à une première question que je n'ai pas posée aux collègues, mais peut-être que les collègues pourront y répondre. Est-ce que justement, il y a une attente, une feuille de route particulière envers les langues qui émane voilà, de la collectivité de laquelle relève le Muséon Arlaten, à savoir le département des Bouches-du-Rhône? Il n'y a pas d'attente directe par rapport à la langue en tant que telle, c'est plutôt un tout. Il y a de grosses attentes par rapport à la culture locale, la mise en avant de la culture dans son ensemble. Et du coup, effectivement, la langue se retrouve concernée au premier chef, mais pas forcément directement. Il n'y a pas forcément quelque chose de volontaire. On a quand même au Muséum Arlatin, on a un comité du muséum qui est composé d'élus et qui est historique, puisqu'il a été créé à l'époque où Mistral a confié le musée au Conseil général, au département, qui veille de très très près à ce que la langue ait une part très très prépondérante au niveau de la muséographie et au niveau de l'approche. Mais bon, au-delà de ça, on n'a pas vraiment de contraintes de la tutelle. Alors, ce que je voudrais rebondir un petit peu sur, effectivement, sur les particularités du musée Arlatin. C'est vrai qu'on on a 1 an de réouverture. Je dirais que par rapport à la langue, il y a quand même une très grande différence entre le musée d'avant, la rénovation, qui remonte quand même avant 2009, et le musée d'aujourd'hui, puisque la langue n'était pas aussi présente qu'aujourd'hui quand même dans dans le musée précédent. Elle était présente au niveau des expositions, bien entendu, puisque de nombreux cartels étaient encore de la main de Frédéric Mistral, donc il y a une partie patrimoniale, linguistique très très importante. Il y a aussi évidemment tout le patrimoine écrit qui est important pour le provençal. Mais il n'y avait peut-être pas cette approche du public, cette approche en direction du public qu'on essaie de mettre en place depuis la réouverture et qui est beaucoup, qui est de plus en plus marquée et qui est en construction, je dirais, en devenir. Puisqu'en fait, on expérimente pas mal de choses au fur et à mesure, notamment avec la médiation. Il y a eu pas mal d'actions. Il y a des guides conférenciers qui sont dévolus à la visite en provençal, qui sont des guides extérieurs, mais qui travaillent avec le musée, bien entendu. Donc, il y a des visites qui sont organisées régulièrement. Et puis, on essaie de mettre en place aussi des collaborations avec les enseignants de provençal pour que les classes puissent venir plus nombreuses et visiter avec une double médiation, des médiateurs de notre équipe et puis le professeur qui peut apporter le plus, puisque en fait, nous, on n'a pas de médiateur qui parle provençal. Donc, c'est très très bien que le professeur qui accompagne les classes puisse intervenir aussi. Voilà, ça c'est vraiment au niveau de la médiation. Il y a quelque chose enfin, au niveau de la Provence, on a
je dirais qu'il y a un certain renouveau de la pratique de la langue depuis quelques années. On a, malgré les attaques et les problèmes au niveau de l'enseignement, il y a quand même un renouveau. Alors évidemment, chez nous, il n'y a quasiment pas de transmission orale par les parents. Les enfants qui apprennent le provençal l'apprennent souvent à l'école, au collège. Il y a quand même pas mal de professeurs et pas mal d'élèves depuis le primaire jusqu'au secondaire. Mais du coup, depuis que le bac est beaucoup moins valorisé, c'est très compliqué quand même de conserver les collégiens et les lycéens dans les cours. Beaucoup de professeurs souffrent de tout ça. Et le corollaire, c'est que par rapport au musée, forcément, on va avoir beaucoup de mal à intéresser des gens de la jeune génération, enfin des ados, à nos actions. C'est un peu la raison pour laquelle on a quand même élargi notre muséographie. On a essayé d'avoir une muséographie attractive le plus possible, avec des jeux, avec pas mal de choses, pour fidéliser un public beaucoup plus jeune. Voilà. Sinon, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Sylvie, qui m'a paru, enfin, qui m'a beaucoup intéressé sur le patrimoine mort et le patrimoine vivant. C'est vrai que au Muséum latin, je pense qu'il y a eu une approche au niveau de la conception du musée, de l'approche scientifique du musée, qui vraiment visait à travailler sur un patrimoine mort. C'est difficile de dire ça, mais c'est un peu comme ça. Et au cours du projet, petit à petit, il y a eu une prise de conscience qu'il y avait à côté de ce patrimoine qui a été légué par Frédéric Mistral et que, évidemment, nous devons valoriser, il y a ce patrimoine vivant, il y a ce public, il y a ces associations qui sont en demande et qu'il fallait effectivement arriver à faire cohabiter des actions qui permettent de répondre aux demandes des associations et puis l'approche scientifique et la façon de montrer nos collections et de valoriser la langue à l'intérieur du musée par des enregistrements, par des panneaux de salles, etc. Donc, depuis quelque temps, on a quand même participé à pas mal d'événements, notamment associatifs. Je pense au congrès du Félibrige qui a eu lieu à Arles le week-end de Pentecôte, où les Félibres ont été invités à venir visiter le musée, mais ont aussi participé à des événements dirigés par nos médiateurs. Merci du coup de ce complément, effectivement, rebond avec l'intervention de Sylvie. Je propose là aussi, la transition me semble bien trouvée pour aborder peut-être finalement un autre pan de ces problématiques autour des langues régionales. C'est la question du plurilinguisme quand il y a plusieurs langues minoritaires sur un territoire. Et donc, je voudrais qu'on échange à présent avec Audrey Farabos, qui est donc documentaliste à Bayonne, au Musée du Pays Basque et de l'Histoire de Bayonne, et voilà, qui va notamment venir nous parler, alors sans doute peut-être de la langue qu'on connaît le plus, le basque, qui est sans doute la plus visible, la plus parlée, mais il y a également le gascon, qui est parlé dans votre région et qui est dans une dynamique différente. Donc, Audrey, on vous passe la parole. Et oui, tout à fait. On a tendance à penser pour le musée basque, et on pense évidemment au basque, mais effectivement, Bayonne en particulier, c'est aussi un territoire historiquement gascon. Alors, pas que Bayonne, mais voilà, tout le Pays basque de France aujourd'hui. En tout cas, il y avait le gascon, y était parlé, et on est vraiment sur deux dynamiques complètement inversées, puisque le basque continue à être transmis auprès de la jeunesse en particulier, puisque aujourd'hui on sait qu'au Pays basque, en maternelle par exemple, il y a 46% des élèves qui suivent un enseignement basque.
Tandis que le gascon, au niveau du scolaire, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait d'enseignement en Pays basque. En niveau plus général, on compte à peu près 30% de la population du Pays basque qui est bascophone. Alors, avec 20% vraiment de personnes qui le parlent et à peu près 10% qu'on va qualifier de bascophones réceptifs, c'est-à-dire qui comprennent et qui sont capables d'échanger quelques mots. Et pour le gascon, on parle de à peu près 2,5% de la population. Donc, sachant que pour le gascon, on est plutôt sur une population vieillissante, alors que pour le basque, voilà, ce qui est à nuancer quand même, c'est que, on va nuancer ou pas, c'est que c'est plutôt la jeunesse qui est bascophone, avec une transmission familiale qui s'est affaiblie et qui passe davantage par l'enseignement. Mais du fait de cette transmission par l'enseignement, on se rend compte quand même que la pratique, le basque est quand même moins utilisé qu'autrefois. C'est moins une langue du quotidien, quoi. Donc ça, c'est déjà un constat au niveau du territoire. Donc forcément, au niveau du musée, ça se ressent aussi, puisque le gascon, il est assez peu représenté au musée. Donc moi, on le voit à 2 niveaux. Donc on a un kiosque sonore dans le musée où il y a des contes qui sont racontés en basque, en français et en gascon. Et ensuite, c'est dans les cartels où on a quelques objets qui sont le nom de l'objet est en gascon. Donc, un exemple, c'est par exemple les bateaux de la Dour. Il y a beaucoup de bateaux qui ont un nom gascon. Donc là, le nom de l'objet va être en gascon. Mais ce n'est pas forcément indiqué non plus que c'est du gascon. Donc, encore faut-il le savoir. Alors que le basque est beaucoup plus... donc, à la fois, c'est une langue de communication, que ce soit dans tout ce qui est tous les textes au musée. Donc, c'est un choix qui a été fait. Tous les textes sont bilingues, français et basque, euskara. En basque, se dit euskara. De même, donc toutes les publications sont également bilingues. Et ensuite, donc au niveau de la médiation aussi, donc en gascon, il n'y a pas grand-chose. Alors cette année, j'ai une collègue qui a pris l'initiative quand même de faire une visite sur les objets gascons du musée, qui était une visite chantée, donc par des chanteuses qui ont chanté en gascon, qui est une animation qui a très très bien marché. Donc on aimerait faire un petit peu un pas vers ça. Et pour ce qui est du basque, effectivement, les scolaires, le jeune public, c'est un public privilégié. Et, donc, j'ai pas les chiffres, mais effectivement, il y a énormément d'animations qui sont proposées au jeune public en basque. Pour le public adulte, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que les visites guidées en basque, donc il y en a qui sont régulièrement proposées. Il y a le public, il y a des habitués qui viennent toujours, mais bon, c'est un peu compliqué. Par contre, tout ce qui est conférence, ça marche assez bien, sachant que la plupart sont aussi sont proposés avec une traduction simultanée en français. Voilà, et donc ensuite, le basque est aussi pour une langue de travail. C'est là aussi, puisqu'on est 23 agents permanents au musée basque et je compte à peu près 5 personnes qui le parlent, avec des nuances. Le niveau d'expertise n'est pas le même chez tout le monde. Et ensuite, il y a 3-4 collègues qui sont capables, qui se débrouillent, mais qui n'ont quand même pas, qui sont pas capables de l'utiliser au quotidien. Voilà, faut pas oublier qu'on est aussi dans une zone transfrontalière, que de l'autre côté des Pyrénées, c'est une langue officielle, le basque. Donc on a des interlocuteurs pour qui c'est une langue totalement naturelle. Donc voilà, faut être capable en face. On travaille beaucoup à ça, essayer d'être capable de parler basque. Alors voilà, les efforts sont assez compliqués justement pour donc moi par exemple, je suis une formation, on est plusieurs collègues à suivre une formation soit
pour acquérir une certaine expertise de la langue, soit quasiment démarrer de zéro. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Et ensuite, il faudrait voilà, également embaucher des collègues pour qui c'est une langue naturelle. Donc voilà, alors ensuite, voilà pour l'aspect médiation. Ensuite, c'est vrai que la langue, jusqu'à présent, au musée basque, n'est pas traitée comme un objet musée. Et on est un petit peu en train de travailler là-dessus. Comment expliquer ce que c'est le basque, ce que c'est le gascon, quelle est l'évolution historique. Donc, on est en train de travailler là-dessus dans le cadre du PSC. Donc, voilà, une des pistes qui est travaillée, ça serait justement de proposer une salle qui traite vraiment de ces problématiques-là, avec voilà, une frise synoptique qui permettrait de parler de cette évolution. Et ensuite, il y a aussi introduire davantage d'oralité. Donc, à l'heure actuelle, donc, je vous ai parlé du kiosque sonore, il y a aussi un film qui passe en basque, il y a quelques endroits, l'occasion de l'entendre, mais voilà, l'idée, ça serait de l'introduire davantage. Aussi savoir que le basque a des dialectes, donc selon différentes, par exemple le carnaval, c'est une tradition très importante au Pays basque. Chaque province, donc il y a trois provinces basques au Pays basque Nord. Chaque province a ses particularités de carnaval, avec chaque fois un dialecte exprimé dans le dialecte. Donc là aussi, voilà, l'idée de faire davantage entendre ces dialectes. Voilà, c'est vraiment et l'aspect objet musée et introduire davantage d'oralité, c'est vraiment le questionnement actuel au musée basque. Voilà. Si je comprends bien, pour un peu reboucler avec l'intervention liminaire de Sylvie Sagne, voilà, la plupart aujourd'hui, vous abordez cette problématique des langues régionales comme véhicule, voilà, dans l'offre d'action culturelle et comme un élément, un vecteur finalement d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel. Mais vous, à Bayonne, déjà, vous êtes en réflexion pour y travailler en tant qu'objet muséographique ou sujet ou thématique, on va dire, muséographique, qui pourrait se déployer là aussi de deux manières principales, si j'ai bien compris, Audrey, votre réflexion. Une salle qui poserait plutôt, c'est quoi une langue et en particulier, c'est quoi l'histoire aussi peut-être des différentes langues alors la question que j'aurais à vous poser, c'est comment, avec quelle typologie d'objets par exemple, ou est-ce que vous le mettriez en relation avec des collections matérielles, ou du coup, voilà, est-ce que vous allez donner de la matérialité finalement à la présentation de la langue au musée, ou est-ce que vous explorez plutôt ce que vous disiez, hein, l'oralité? Voilà, parce que je trouve que c'est là qu'on touche un sujet intéressant et qui permet de reboucler avec ce qu'Adrien disait, de la vaisselle, des mobiliers où il y a des mots, voire des phrases, voire des expressions, et du coup, comment on peut combiner peut-être cet enjeu finalement? Oui, voilà, c'est vrai qu'on a vraiment vu ces deux aspects-là. Alors, pour la salle dédiée à la langue, justement, effectivement, il s'agirait d'introduire la matérialité, avec justement la question, une langue, en plus le basque, ça a été quand même longtemps, il y a une tradition, bon, comme la plupart, hein, je pense, mais une tradition orale très très forte. Donc voilà, alors, on est au début de la réflexion. Alors moi, en tant que documentaliste, je pense à l'objet livre, hein. Il y a quand même, dès le XVIe siècle, on commence à avoir des textes en basque, donc il y a des choses à montrer. Effectivement, du mobilier, oui, des inscriptions, il y a des choses à montrer, des objets qui se disent aussi, on a les mots en basque, mais on les a pas forcément en français. Et voilà, il y a ces deux aspects. L'oralité, par contre, dans cette salle, il y aurait quand même peut-être l'occasion de mettre des objets multimédia. Il y a, par exemple, je travaille avec l'Institut culturel basque qui a fait un travail de collecte en langue basque sur certaines thématiques, des choses sur la pêche, des choses assez différentes. Donc, l'idée, ça serait de mettre des choses peut-être comme ça là-dedans.
qui sont liés aussi à des objets d'ailleurs. Et après, dans le parcours du musée, en mettre davantage. Voilà, mettre de l'oralité, je veux dire. Mettre davantage de l'oralité et faire parler certains objets, en fait, puisque, voilà, pareil, on a des endroits où on a un objet, mais voilà, il y a besoin de mettre du son, de mettre de l'audiovisuel où on entend la langue, où on voit faire, où on voit jouer, on voit utiliser l'objet pour le rendre plus lisible aussi, tout simplement. Ok, merci déjà de ces premières pistes. Peut-être pour un peu conclure ce premier tour d'échange, et puis je propose ensuite qu'on vous propose à chacun d'entre vous, si vous avez envie de partager une expérience, de poser une question, d'ouvrir l'échange, vous donner un peu un contrepoint peut-être de ce que pouvait dire Catherine Sparta pour le Finistère, pour vous donner moi quelques éléments aussi de retour d'expérience de la place des langues au musée de Bretagne, voilà, qui est différente hein, de celle de l'écomusée des Monts d'Arrée. Bon, déjà dans une région, la ville de Rennes, on ne parlait pas breton, on va dire historiquement, et où on se retrouve comme pour Bayonne, finalement, dans une situation, alors je ne vais pas dire concurrentielle, mais en tout cas où il y a plusieurs langues qui s'offrent à nous et où, pour l'instant, on a beaucoup plus fait pour le breton que pour le gallo, qui est l'autre langue qui était parlée notamment en Ille-et-Vilaine, où se situe physiquement le musée. Au musée de Bretagne, où on a plutôt fait le choix de développer une offre d'action culturelle dès l'ouverture du musée de Bretagne au champ libre, avec notamment alors, des traductions. Hein, voilà, c'est le choix qui a été fait dans l'exposition permanente, et puis des traductions également depuis 2007 sous forme de livret dans les expositions temporaires, et puis également sur les murs, c'est-à-dire finalement au même niveau finalement que l'anglais ou le français, c'est-à-dire intégré à la scénographie des expositions depuis un certain temps. L'offre de médiation en breton, finalement, elle est un peu la même que pour vous tous, hein. Elle concerne principalement le public individuel, avec des visites, alors une fois par mois, qui rassemblent une dizaine de personnes, le scolaire, avec une trentaine voilà, de classes qui sont accueillies chaque année. Et puis peut-être dans les éléments que je citerai, alors je ne sais pas s'ils sont originaux, mais ils sont peut-être justement dans l'objectif moi, l'une des problématiques que j'avais quand je suis arrivée au musée de Bretagne, je ne parle pas breton, je ne venais pas de Bretagne, mais la question de la langue m'intéresse. Et alors, comment suivre une visite concrètement quand on ne comprend rien? Et du coup, ça pose la question de l'inclusion finalement. Comment aussi on peut créer des offres inclusives qui ne s'adresseraient pas qu'à des bretonnants, mais peut-être à des groupes voilà, mixtes en quelque sorte. Donc nous avons également un médiateur qui parle breton et qui travaille sur cette offre, et qui propose aujourd'hui une visite, le breton pour les nuls, donc qui reprend un peu, Patrice, ce que vous disiez, plutôt une offre ludique finalement, à partir d'expressions, de jeux. Voilà, et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer, notamment en gallo, par exemple. Voilà, l'idée de travailler aussi une offre en autonomie qui permettrait finalement pour les visiteurs qui se présentent parfois de manière individualisée. Et puis, en lien avec l'offre des champs libres, et là, du coup, on est peut-être plutôt dans cette question-là aussi d'une ouverture aux langues. Alors là, pour le coup, ça dépasse même le cadre des langues régionales, c'est offrir des espaces. C'est un peu ce que vous disiez, Patrice, aussi par rapport à la demande que peuvent avoir des associations culturelles, militantes, que sais-je, que le musée aussi soit un espace accueillant et où on peut peut-être aussi faire un pas de côté pour voilà, ne pas être toujours dans une logique d'offre culturelle finalement, mais d'accueil finalement. Et c'est ce qui se fait par exemple avec ce qui s'appelle les ateliers 4C. Et il y a également des ateliers de conversation en langue, pas qu'en breton, en plein d'autres langues, ça va du chinois à l'allemand en passant par le russe, et ça rencontre un certain succès, en fait. Voilà, peut-être pour voilà, rajouter quelques éléments de complément
Je sur, voulais en ajouter un aussi, si je peux. Ah, j'ai mon collègue Pascal du Ouais. musée de Bretagne. Ah, il s'appelle, il a changé de nom. Oui, oui, parce que je suis avec Laura. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Lignol, le médiateur britophone du musée de Bretagne, et je voulais ajouter quelque chose qui me paraît intéressant, qui est peut-être moins connu. On travaille en partenariat avec les écoles d'apprentissage de la langue bretonne pour adultes. Et au-delà de la visite ou des visites que je peux proposer à ces stagiaires, je leur propose d'utiliser le musée, les expos comme des lieux d'apprentissage. Donc, à eux de choisir un objet, un thème, une période, de la travailler pendant 3 semaines en binôme ou seul au choix, et de venir faire des restitutions au musée de Bretagne. C'est une manière intéressante d'utiliser ce que l'on fait en breton au musée de Bretagne, c'est que ça sert d'outil d'apprentissage. Et ensuite, c'est aussi des futurs ambassadeurs, puisqu'ils seront venus plusieurs fois au musée de Bretagne pour travailler. Alors, il y a une convention aussi, on leur offre la gratuité pour les expos temporaires, pour qu'ils puissent venir régulièrement. Voilà, je voulais juste ajouter ça, Céline. Oui, merci Pascal. Catherine voulait compléter aussi. Oui, 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 parce que finalement, tu parlais de l'inclusion des non-bretonnants. Alors, moi, si je dis britophone sur mon territoire, je me fais allumer, hein, donc moi, je dis bretonnant, si tu permets, Pascal. Alors, mais ça ne me gêne pas, bretonnant. Hein. Donc, en fait, pour justement inclure et puis en fait, pour donner le goût aussi, comment un peu le son du breton dans les oreilles des gens qui ne sont pas forcément bretonnants, on fait finalement un travail qui rejoint la problématique sur les collections aussi, puisqu'on propose quand même de donner les noms bretons des lieux où on se trouve dans nos visites, puisqu'évidemment, tous les noms de maisons, le fournil, l'avancée de la maison, enfin, chaque endroit de la maison a évidemment un nom en breton, donc on ne se prive pas pour le dire aussi, et puis pour donner le nom des événements ou des objets qui nous entourent en breton. Donc c'est un peu la façon de faire, mais je trouve que l'idée de faire une visite le breton pour les nuls est excellente, et je pense que je vais travailler dessus assez rapidement. Est-ce que vous aviez, parce qu'on a parlé là plutôt de ce qui nous réjouit et de ce qu'on propose, mais est-ce que les uns et les autres voulaient éventuellement intervenir sur des difficultés, enfin voilà, des nœuds que vous n'arrivez pas à résoudre ou des problèmes peut-être que vous rencontrez dans vos équipements par rapport à cette problématique des langues? Françoise? Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Françoise David, je travaille au Musée Arlatin. En l'occurrence, je m'occupe des expositions et de la muséographie, donc je travaille avec Patrice. Et on a des problèmes en fait ici assez concrets. Patrice, tu me diras, c'est que tout simplement, même si on voulait faire plus d'efforts, et d'ailleurs on nous demande plus d'efforts, sur la question de la langue, nous n'arrivons pas à trouver des prestataires, en fait. Nous avons éventuellement des bénévoles. Effectivement, il y a des professeurs de provençal, il y a des faits libres, il y a des gens qui sont des universitaires ou des choses comme ça. Mais quand on veut faire traduire des textes en quantité, quand on veut organiser des visites qui sont longues ou qui seraient régulières ou qui seraient nombreuses, on ne trouve pas, en gros, ça devrait reposer sur du bénévolat et c'est pas possible pour certaines prestations. Donc, je pense que, alors Patrice, tu m'interromps hein, si tu trouves que j'exagère, mais pour avoir vécu en Alsace, on n'est pas en Provence dans une région où on entend parler provençal quand on est dans la rue. C'est donc pour moi c'est pas du tout une langue morte. C'est une langue qui reste assez dynamique, mais dans certains lieux, dans certains espaces, dans certains cercles. Et en fait, ce qui nous paraissait important au musée, en muséographie, c'était d'expliquer aux gens, aux touristes, aux non-provençaux, qu'il existait une langue provençale qui a beaucoup de particularités, qui est une langue littéraire aussi, et on a un peu traité, c'est ce que disait Patrice tout à l'heure, cette langue comme un objet dans notre muséographie. On peut l'écouter, on parle de la littérature, on parle des différents dialectes, et cetera. Mais en médiation et pour aller plus loin, si on voulait traduire éventuellement tous nos cartels numériques en provençal, on est bloqué, on n'arrive pas à trouver de gens qu'on peut payer
pour réaliser ces prestations. Et c'est un phénomène qui nous bloque un peu parce qu'on a de la peine à aller plus loin. Et si je peux rajouter, en fait, je peux rebondir là-dessus. En fait, on a un gros problème, et je pense que c'est le cas dans d'autres régions aussi, de professionnalisation de la langue. La langue est le fait de soit des gens qui la parlent en famille, il y en a encore quand même, j'en fais partie, soit de gens qui l'ont apprise, mais il n'y a pas réellement de valorisation professionnelle de cette compétence en langue. Et du coup, effectivement, un traducteur officiel, en général, enfin un organisme de traduction en tout cas, n'aura pas dans ses rangs un traducteur en provençal. Il va falloir qu'on fasse appel aux associations, il va falloir, et donc nous, départements, ça devient très compliqué, effectivement, pour passer des marchés avec des non-professionnels. Quelle est la garantie de qualité au bout? Souvent, moi, j'ai supervisé pas mal de traductions simplement par le fait que moi, je sais qui parle bien, qui ne parle pas bien et qui est capable de... Enfin, je suis désolé de dire ça comme ça, mais je suis capable de discerner la qualité d'un travail qui est produit. Ce qui n'est pas forcément le cas de mes collègues qui ne maîtrisent pas le provençal. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai souci, je suis d'accord avec François. La piste que donnait Catherine, je trouve, est une piste assez aussi inspirante. Finalement, c'est différent, c'est une approche différente puisque vous êtes dans la commande d'un texte original et pas une traduction. Voilà, je trouve que ça valorise aussi peut-être la créativité, une autre forme finalement de médiation, surtout que, voilà, quand j'en discute avec Pascal, et puis ce sujet de la traduction avait été aussi, d'ailleurs Sylvie, tu aurais pu l'introduire, beaucoup exploré dans l'exposition du MUSEM, qui s'appelait Babel, j'ai plus le titre en tête, Après les langues, Babel. Après Babel, traduire, pardon, et qui justement posait la question, enfin mettait vraiment en exergue le fait que certains mots ne se traduisent pas. Enfin, je veux dire, il y a des oui, il y a des mots et je vois en breton qui n'existent pas dans la langue française et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, même pour un non-locuteur, de percevoir et de comprendre, la richesse finalement du langage pour décrire, patrimoine, et ça on l'aura dans toutes les langues. En Provence, par exemple, vous n'avez pas d'office, puisque nous, en Bretagne, on a par exemple l'Office de la langue bretonne. Bon, je laisse peut-être Pascal compléter s'il veut compléter, mais on n'a pas non plus pléthore de traducteurs. On a des délais hein, qui sont plus longs aussi que quand on est en anglais, mais on a quelques traducteurs avec qui on travaille régulièrement. Oui, on a cette chance d'avoir l'Office de la langue bretonne qui est rattaché à la région de Bretagne. Enfin, oui, je te vois faire la grimace parce que il y a différents. Oui, c'est un débat. Mais on a des traducteurs indépendants aussi avec qui on bosse plus maintenant pour la qualité de leur breton aussi ou pour éviter. Tu parlais de néologismes ou de mots. La langue bretonne, elle est dans toute. Elle est riche quand on l'utilise bien comme il faut, avec ses tournures, à pas essayer de faire de la traduction littérale, mais des équivalents pour trouver, parce qu'on trouve tout dans toutes les langues, il n'y a pas de problème, mais voilà, ça demande un travail, il faut avoir les bons. Mais on a des traducteurs en Bretagne, on a cette chance-là quand même. Ouais, je précise, je fais la grimace, c'est une chance quand même hein, d'avoir l'office public de la langue bretonne. On est d'accord là-dessus. Ça participe beaucoup à la visibilité de la langue bretonne dans l'espace public, c'est vraiment super. Maintenant, c'est vrai que sur la qualité du breton, moi j'ai quand même des réserves. Et surtout sur la signature de la charte, moi j'ai pas du tout envie de signer la charte parce que je veux quand même garder un minimum de liberté et la charte est quand même assez contraignante. Ah oui, mais à part ça, on a signé cette fameuse charte de la langue bretonne, mais on ne travaille plus en ce moment avec l'Office de la langue bretonne pour les traductions. On travaille avec un Finistérien d'ailleurs, Patrice Marquand, qui fait un très beau travail, avec un breton peut-être plus proche du breton parlé, peut-être un petit peu moins chimique, avec moins de néologismes. C'est intéressant pour que tout le monde s'y retrouve aussi. Il ne s'agit pas de s'adresser qu'aux néolocuteurs, mais aux anciens aussi qui ont leur manière de parler breton. Alors, Adrien? Oui, donc moi, effectivement, je pense pouvoir apporter un éclairage puisqu'il se trouve que dans le cadre du cumul d'activités, je suis également traducteur professionnel alsacien-français.
Et effectivement, en Alsace, pour la partie standard, l'allemand, il n'y a aucun problème. Vous trouvez pléthore de traducteurs de toutes sortes, ça c'est évident. Par contre, effectivement, pour l'alsacien, des traducteurs qui peuvent faire un devis, bah, pareil, il n'y en a qu'un seul, c'est moi. Donc, je ne vais pas pouvoir travailler pour mon propre musée, hein, ça va être compliqué. Par exemple, on a un audio guide en alsacien qui est proposé, qui date d'avant mon arrivée. Et en fait, quand on écoute, quand on regarde les textes, il y a des fautes de grammaire, il y a des mots justement pour désigner des objets anciens que le traducteur connaissait pas parce qu'on n'utilise plus ces objets, mais du coup, il est allé chercher le mot allemand ou le mot français, il a essayé de faire un néologisme alors qu'en fait, le terme traditionnel existait. Et donc, effectivement, ouais, la qualité de la langue, c'est important. Et puis en plus, en Alsace, on a le souci que historiquement, c'est l'allemand standard qu'on écrivait, enfin plus ou moins standard. Et les dialectes n'étaient pas écrits ou alors réservés vraiment au théâtre et à la poésie avec des graphies très très personnelles. Depuis une quinzaine d'années, on a une graphie harmonisée qui existe. Mais là aussi, il faut encore trouver des gens qui puissent l'écrire. Et pour le public, il n'y a pas c'est pas naturel de lire dans la langue régionale. Parce que même si on a vraiment encore quelques générations qui parlent mieux alsacien que français, eh bien en fait, ils ont appris à lire et à écrire en français. Et pour eux, lire un texte en alsacien, même si c'est leur première langue, même s'ils la maîtrisent parfaitement, c'est vraiment une difficulté pour eux. Donc c'est vrai que ouais, cet aspect traduction, comment on fait apparaître la langue, et je pense que c'est aussi pour ça que longtemps on n'a pas montré l'alsacien à l'écrit, et voilà, il y avait des enregistrements, des choses comme ça, ou pour des visites guidées. Maintenant, le problème, effectivement, c'est qu'une langue qu'on ne voit pas, qui n'est pas présente dans l'espace public, c'est une langue où on a l'impression qu'elle n'existe pas. Et effectivement, souvent, on entend qu'en Alsace, on entend parler alsacien dans les magasins, dans les transports en commun, etc. C'est vrai, mais dans la grande ville, c'est quand même de moins en moins vrai. Et moi, pour parler au quotidien avec mes enfants, à Strasbourg, dans ma propre ville, très souvent, on me demande: ah, vous êtes suédois, ah, vous êtes néerlandais, allemand, ça je compte plus combien de fois. Voilà, donc en fait, je rejoins ce qui a pu être dit, c'est que effectivement finalement, des fois, on est simplement au niveau de dire au public: oui, il y a une langue régionale, voilà d'où elle vient. Par exemple, non, l'alsacien, c'est pas un mélange du français et de l'allemand. Voilà, il y a vraiment aussi un niveau très basique en fait, et c'est pour ça que j'ai été particulièrement intéressé aussi par les initiatives comme le breton pour les nuls, enfin voilà, simplement découverte de l'alsacien, qu'est-ce que c'est vraiment, savoir quelques mots, etc. Je pense que du coup, là, ce que vous posez aussi comme enjeu, c'est que ce soit du coup dans une salle ou dans un espace d'exposition dévolu aux langues, dans l'approche de la médiation, c'est comme on va avoir des attentes possiblement différentes selon les publics, entre voilà, des publics qui vont être très exigeants aussi par rapport à un niveau de langue, et on le voit parfois sur les réseaux sociaux. Là, on l'a vu récemment au Musée de Bretagne, de personnes que quand c'est pas traduit parfaitement, ça prend des proportions parfois un peu délirantes. Avec tout simplement ce qu'on pourrait appeler peut-être une curiosité comme un objet de patrimoine, c'est-à-dire voilà, des personnes qui n'ont pas spécialement envie d'apprendre à parler, mais que ça intéresse, parce que voilà, c'est un enrichissement, hein. Je pense que tous ceux, on est souvent envieux des personnes qui parlent beaucoup de langues, c'est toujours un très fort enrichissement. Et c'est comment jauger finalement les propositions qu'on peut faire dans l'espace muséographique. Enfin, je trouve que c'est un vrai point de tension et un vrai sujet. Voilà, alors j'ai vu qu'il y a plusieurs questions, et en même temps, je voulais quand même laisser à un moment donné la parole à Sylvie, puisque Sylvie voulait nous faire part, mais peut-être qu'on pourra le partager après dans les ressources, voulait nous faire part d'un travail de master qui a été conduit par une jeune femme. Sylvie, je te laisse peut-être dire de manière très synthétique ce qu'il en est, et puis après, je vois qu'il y a encore des questions
Oui, ben, en fait, donc c'est un travail de master qui a été réalisé par Sandy Pouchot en 2017-2018. Donc son master a été soutenu en 2018 à l'université Paul Valéry à Montpellier. Et elle a pris langue, c'est le cas de le dire, avec 8 musées, donc le musée Arlatin, le musée alsacien, le musée basque, le musée de Bretagne, le musée de la Bresse, le musée de la Corse, le musée départemental breton et le musée du Révermont. Donc, pour discuter avec différents membres du personnel, aussi bien des directeurs, des conservateurs, des médiateurs et des guides, de la place de la langue au musée. Et en fait, ben, je m'aperçois que ce qu'elle nous relate dans son mémoire de master, c'est finalement un peu tout ce qui a été dit ce matin à travers vos différents témoignages. Elle relève, ce qu'elle montre, c'est qu'il n'y a rien de très uniforme, qualitativement et quantitativement parlant, dans les formes que prend cette introduction de la langue au musée, qu'il s'agisse des formes écrites ou bien des formes orales. Bon, elle note quand même, enfin, en tout cas pour les musées auprès desquels elle a enquêté, qu'il s'agit quand même le plus souvent d'une traduction de la médiation en français. Et que, en tout cas au moment où elle a enquêté, la langue n'était pas en tant que telle l'objet de la médiation. Alors ce qui apparaît aussi à travers son enquête, c'est le caractère quelque peu contre-productif de cette médiation en langue régionale, au sens où elle contrevient aux grands principes supposés régir la médiation. D'abord parce qu'elle exclut les non-locuteurs, mais aussi parmi les locuteurs, ceux qui ont appris la langue ailleurs qu'à l'école. Voilà. Ensuite, parce qu'elle disqualifie les médiateurs non-locuteurs et partant la professionnalisation des professionnels. Je vois des gens qui font don de la tête, mais c'est moi je vous livre l'analyse de Sandy Pouchot. Elle note aussi que ça ne cadre pas avec le modèle économique de rentabilité auquel les musées tentent de se conformer, puisque ça ne répond qu'à une faible demande. Donc, il s'agirait d'un investissement à perte. Elle pointe aussi le fait qu'il s'agit d'un geste le plus souvent militant, visant à donner une visibilité à la langue, et dans un cadre qui est loin d'être anodin puisqu'il s'agit d'un cadre public. Et donc, elle met aussi en avant la confusion, la superposition des rôles de médiateur-locuteur et de locuteur-expert de sa culture. Voilà. Bon, elle boucle, alors je passe, mais elle boucle son analyse en montrant que la médiation en langue, par le simple fait de donner la langue à entendre, constitue une médiation de la langue, ne serait-ce qu'à considérer qu'à l'instar de toute expression relevant du patrimoine immatériel, sa médiation tient dans sa manifestation, et que partant le médiateur incarne la langue et se pose d'une certaine manière en objet de musée. Voilà, pour vous résumer très très vite ce mémoire, voilà, qui fait 138 pages. Voilà. En tout cas, je pense que c'est intéressant de le partager comme de la matière documentaire. Après, effectivement, de ce que j'ai pu entendre, je pense que ça peut faire effectivement débat. Je vois qu'Adrien et Pascal ont déjà envie de s'exprimer. Vous voulez peut-être réagir tout de suite? C'est des mains levées d'il y a longtemps, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai qu'elle a posé la question de l'inclusion, enfin du coup qui serait de l'exclusion, mais c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on a quand même pas mal avancé. Enfin, la problématique quand même des droits culturels qui est au cœur quand même aujourd'hui de nos missions de service public fait qu'il y a quand même un enjeu qui est posé, en tout cas par la plupart de nos tutelles, de reconnaître et de favoriser les expressions culturelles de chacun. Donc, Oui, là, effectivement, moi, ça m'a fait beaucoup réagir. Alors, effectivement, elle est pas là physiquement pour défendre son analyse. Alors, je vais pas tirer non plus à boulet rouge. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment un souci à dire que des médiations en langue régionale excluraient des non-locuteurs ou bien que c'est discriminant pour des médiateurs qui parlent pas la langue.
alors qu'en fait, c'est ces langues qui ont été discriminées, et discriminées, c'est un bien faible mot, par l'État français depuis de plusieurs siècles. Donc, je pense qu'il y a vraiment quand même un petit souci de perspective. Et très clairement, concrètement, dans la vie publique, aujourd'hui, c'est les locuteurs de langue régionale qui sont discriminés linguistiquement, que ce soit dans toute l'offre du service public en France. Après, on s'en sort très bien au quotidien, il n'y a pas de souci, puisqu'on parle aussi français. Mais voilà, il y a quand même un petit peu ça à remettre en place. Et après, c'est une compétence. Donc, voilà, dire que ça exclut des médiateurs qui ne parleraient pas la langue, enfin, c'est comme si on veut proposer des visites en anglais, bah forcément, on va prendre un médiateur ou une médiatrice qui a cette compétence. Et donc, c'est une compétence qui peut s'acquérir. Hein. Voilà, c'est pas une compétence innée, la langue, c'est vraiment un apprentissage social où il y a des cours qui existent partout. Voilà, c'est un peu la réaction à chaud, mais là, je ne pouvais pas ne pas réagir. C'est vrai qu'on pourrait se poser comme question, est-ce que le musée, voilà, en tant que lieu de culture, à la fois qui regarde, on va dire, enfin qui a cette capacité de mise en perspective historique, mais le musée de société qui voit aussi, à la fois le présent et l'avenir, aurait cette capacité à être, un acteur, alors non pas militant, mais plutôt sur la question, voilà, de données, à la fois, posées, de mise en perspective aussi, critique, mais peut-être de sortir de ce qu'on peut appeler un clivage quand même et d'un nœud dont on n'arrive pas à sortir. Et je voyais l'année dernière là les députés, qui ont remis au Premier ministre, et au ministre de l'Éducation nationale le rapport sur l'enseignement, des langues régionales et qui fait une sorte d'éloge quand même des langues régionales et qui posait, le fait qu'il ne faudrait pas en avoir peur. Je cite ce qu'il disait: «Symbole d'attachement à un lieu, à une histoire locale et un héritage régional, les langues régionales seraient à même de rassembler et de créer de la cohésion dans une société qui est souvent décrite comme atomisée». Et moi j'y crois, enfin j'y crois vraiment, mais après c'est vrai que la question c'est comment, les musées que nous sommes, pourraient être appuyés, aidés finalement, soit au travers d'une action de réseau. C'est vrai que on arrive un petit peu vers la fin, bon, notre nouveau président Xavier de Lascelles n'est pas là, mais est-ce que c'est, voilà une action ou en tout cas un élément qu'on pourrait nous travailler au sein du réseau de la FEM? Ça pourrait être intéressant de poursuivre l'échange. Là, c'était un premier jeudi, mais pourquoi pas? Et puis, comment dire? Y travailler aussi avec les relais, et notamment le ministère de la culture. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on porte des actions, que ce soit de médiation culturelle ou d'action culturelle sur ces questionnements, bah, il y a pas de financement très concrètement. On le fait, avec nos propres, il y a pas d'élément incitatif en fait. Hormis dans les politiques régionales, mais je ne sais pas les uns et les autres, par exemple, si dans les actions que vous menez, vous avez tout simplement des subventions ou des éléments qui font que vous pouvez, travailler, ces leviers-là? Non, Catherine non plus? Alors il y avait Philippe Bardel, je crois, qui avait levé la main dans la conversation. Oui, Alors bonjour à tous. Du coup, mon intervention qui arrive un tout petit peu tard, mais je vais faire très court, effectivement, dans le sens de la remarque d'Adrien sur les envies des partenaires locuteurs. Dans le cas du gallo, très clairement, une langue qui, contrairement au breton, a entamé sa démarche de reconnaissance très tard, très récemment, et qui reste encore aujourd'hui très attachée à une paysannerie âgée, à des traditions orales, et pas du tout à une langue qui a été modernisée, comme a pu essayer enfin, comme l'a réussi le breton ou d'autres langues régionales depuis plusieurs décennies. Donc aujourd'hui, très clairement, en tout cas pour ce qui est des thématiques de l'écomusée, il y a un peu pas une réticence, mais en tout cas une difficulté d'enthousiasme à traiter des questions de tradition locale,
d'usages locaux dans lequel déjà le gallo semble déjà englué. Donc vous voyez, les militants de la langue vont plutôt essayer d'aller comme un personnage, donc Bertrand Aubré, un personnage assez éminent pour la défense de la langue galaise en Ille-et-Vilaine, qui a surtout eu une grosse reconnaissance publique quand il a créé un groupe de jazz qui chantait en gallo et où il a complètement renouvelé l'image finalement de cette langue. Et aujourd'hui, il y a des notices, par exemple, dans le bulletin régional, le bulletin départemental, il y a des notices sur la langue, etc., mais qui prennent des situations du quotidien. On ne va pas chercher des recettes traditionnelles. Donc, on sent bien qu'on a des locuteurs qui vont travailler avec le musée, mais un petit peu du bout des lèvres, parce que finalement, leur envie, c'est pas de valoriser les traditions locales, c'est de valoriser peut-être une invention finalement d'une langue quotidienne qui clairement, enfin aujourd'hui clairement dans le Pays de Rennes n'existe pas pour le gallo. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une situation exactement inverse. Je crois qu'il n'y a pas de Corse aujourd'hui avec nous, mais en Corse, on a une situation qui est vraiment très très différente, où au contraire, la langue est vraiment dans le quotidien. Et je pense par exemple à une émission comme Tempifa qui a été sur France 3 Isoula, une émission qui a été énormément diffusée. C'était des petites capsules de 2 minutes sur l'heure de midi, après le journal, qui présentaient une tradition locale, la soupe d'herbe, je sais pas, enfin, voilà, la fabrication de tel fromage. Enfin, voilà. Et il y a eu, je sais pas, peut-être 200, 300 épisodes. Donc, vous voyez, on assume beaucoup plus facilement, quand c'est une langue finalement quotidienne, le fait qu'on puisse raconter des traditions locales extrêmement parfois d'un village, et les valoriser comme ça sur une chaîne régionale. Et je Est-ce pense que que... tu veux dire, Philippe, c'est que du coup, c'est la tentation, je vais dire, passéiste ou nostalgique, c'est de ça que tu veux parler ou pas Ah non, non, spécialement? Non? c'est pas du tout une tentation passéiste, je pense que c'est plutôt l'absence de complexe. Je veux dire que du coup, la langue corse étant pratiquée au quotidien, c'est pas gênant de valoriser finalement des traditions locales avec cette langue. Cette langue n'est pas attachée à une dimension passéiste, alors que elle pourrait l'être effectivement dans un espace public rennais où le gallo est très peu présent. S'il était présent qu'au musée, finalement, les Oui, militants... la langue devient elle est muséifiée, c'est ce que tu veux dire. Je finirai en disant que certains militants, lors des rencontres de Brest en 2006, peut-être tu y étais présent, certains militants parlaient en fait d'un enterrement de première classe finalement. Quand la langue entrait au musée, pour certains militants, c'était un enterrement de première classe parce que du coup, c'était aller dans le sens des détracteurs de la langue. Et de dire que effectivement on était excuse-moi, je perds le fil avec mon téléphone qui sonne, détracteurs de la langue pouvaient penser que voilà, bah oui, la langue était bien à sa place au musée, voilà, c'est le passé et c'est pas la modernité, quoi. Pardon, je me répète. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, hein, mais c'était juste, comme tu posais la question tout à l'heure Oui, des limites, après, c'est vrai je que c'est partage cette peut-être des limite. offres, comment dire? Je trouvais intéressant les pistes qu'Audrey, avait données justement puisqu'elles sont liées à des événements et elles permettent de rassembler, de mobiliser peut-être une communauté et de répondre à une attente. Mais voilà, c'est arriver peut-être aussi à bien déterminer l'offre, avec des partenaires. Philippe, je ne sais pas si tu étais déjà là quand Audrey, nous parlait justement des animations Gascon, voilà, qui avaient rencontré un certain écho. Je trouvais que la piste aussi des je sais pas, c'est des conférences, enfin, la piste que donnait, Pascal Lignol, que je suis censée bien connaître, mais que je connaissais peut-être pas complètement, qui était aussi de proposer à des personnes, des adultes notamment en apprentissage ou en formation, le cadre du musée, comme terrain de jeu en quelque sorte et leur proposer des formes de petites rencontres, de petits points de vue. Je trouve que c'est des choses aussi très pertinentes et qu'on aurait tout intérêt à mieux valoriser. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé et je ne sais pas si certains d'entre vous, sont sollicités aussi par les médias. Mais c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des liens, avec les émissions de radio ou de télévision, en langue, puisqu'il y en a, pour différents formats. Je sais qu'en Bretagne, il y en a pour les publics jeunes et c'est que c'est aussi une manière de valoriser finalement, le patrimoine du musée et peut-être de faire venir aussi, des personnes au musée par le biais de l'exposition médiatique. Je ne sais pas si, que ce soit à Arles, au musée Arlaten, vous avez aussi ces types de collaborations, mais c'est aussi une manière finalement de faire sortir le musée de ses murs en quelque sorte. Alors nous, on a quand même
pour parler de la tutelle, on a quand même des impératifs qui est que, en règle générale, nous ne pouvons pas parler dans les médias. Ce sont nos élus qui parlent dans les médias. Donc, en général, du coup, on prépare effectivement des éléments, mais c'est assez compliqué de parler directement, et alors encore plus en langue régionale, parce que dans ce cas-là, effectivement, si plus personne ne comprend ce qu'on raconte, ça peut poser des problèmes. Mais en fait, on peut, on a des ouvertures par écrit seulement, notamment dans la revue du département. Il y a effectivement une rubrique qui permet de s'exprimer, mais toujours sur des sujets d'actualité, parfois sur des sujets de tradition, mais bon, voilà. C'est un peu compliqué. Moi, je m'exprime à titre personnel, évidemment, sur les médias. J'ai fait pas mal de télé-régionales, des choses comme ça, mais c'est toujours à titre personnel. C'est un peu compliqué au niveau institutionnel. D'accord. Audrey? On vous entend pas. Nous, au niveau du Pays basque, on a quand même pas mal de médias en langue basque, donc on est souvent sollicités. Et justement, c'est ça, nous, enfin, pour moi, un des problèmes qu'il y a au Musée basque, justement, c'est qu'on n'est pas assez de bascophones. Donc, enfin, moi, m'arrive d'être sollicitée. Bon, ben, après, moi, je suis documentaliste, je travaille pas à la communication, je suis pas toute l'actualité du musée, donc voilà, des fois, on a justement un petit peu ce problème d'être capable de répondre aux médias bascophones. Alors, il y en a qui jouent le jeu, entre guillemets, où du coup, on répond en français et où ils font de la traduction simultanée ou comme ça. Mais bon, justement, moi, je trouve que notre rôle, justement, c'est d'être capable de répondre en basque. Mais voilà, on est justement vu comme un interlocuteur privilégié en tant que musée basque. Et je pense que dans les années à venir, on a justement beaucoup à travailler sur embaucher des gens qui parlent basque et encore mieux dont c'est la langue maternelle et continuer à former les agents. Alors, Florence, dans l'ordre, et puis ensuite Laura ou Pascal. Oui, alors par rapport à la question du financement, pour peut-être terminer, même si je ne vais pas être la dernière à intervenir, mais sur une note positive, en région Nouvelle-Aquitaine, depuis quelques années, il y a une vraie politique et de vrais moyens qui sont déployés pour la sauvegarde et la valorisation de la langue occitane et de ses différentes variantes. Et pour prendre un exemple très concret, nous travaillons à l'Écomusée de Marquez sur un projet de documentaire, de production de documentaires, et le fait d'envisager de pouvoir le faire coproduire par TVPI, donc qui est une chaîne locale qui ne produit qu'en occitan, est un vrai déclencheur au niveau du financement, en fait, et va sans doute nous permettre d'obtenir d'autres financements également. Et donc, c'est un documentaire qu'on aurait sans doute eu beaucoup de mal à boucler en français. Et là, le fait de l'envisager en gascon, alors pour nous, ce sera du gascon traduit en français, voilà, sous-titré en français, finalement, est un déclencheur. Donc, parfois, s'engager dans une action de valorisation de langue régionale peut aussi faire bouger les lignes positivement. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Audrey. Donc, il fallait recruter des locuteurs et on voit bien entre l'Alsace et l'Écomusée des Monts d'Arrée que les compétences internes donnent une force de frappe aussi un peu différente en fonction du nombre de locuteurs dans les équipes. Et si pour Catherine, c'est un critère de recrutement, est-ce que dans les autres musées, vous avez une politique de formation pour former les locuteurs, même s'ils ne parlent pas jusqu'ici alsacien ou basque ou quoi? Ou est-ce que vous prenez que des personnes qui parlent déjà ces langues régionales? Je peux intervenir si vous voulez. Nous, très clairement, nous ne recrutons pas des personnels locuteurs parce que nous considérons que c'est discriminant. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis de l'institution. Du coup, moi, j'ai mis en place des cours
de provençal et une grande partie des cadres du musée sont venus à ces cours, ont assisté à ces cours et ont acquis un niveau pas suffisant pour faire de la visite en provençal, évidemment, pour parler couramment, mais au moins pour accéder à pas mal de documents, puisqu'une grosse partie de nos collections documentaires sont en provençal. Ouais. Juste pour compléter le côté, nous on a fait les deux à l'écomusée, c'est-à-dire qu'on recrute, c'est-à-dire qu'évidemment on recrute sur des compétences de médiateur en premier lieu, bien sûr, et qu'on rajoute le critère de langue pour les personnes qui sont face publique. Autrement, effectivement, si on ne peut pas justifier ce critère de recrutement par l'activité, par le besoin de l'activité, évidemment ça devient discriminant, et là aux yeux du Code du travail, bien sûr. C'est-à-dire que recruter, je ne sais pas, un jardinier, par exemple, qui n'aurait pas cette vocation à transmettre la langue sur un critère de langue serait effectivement discriminant. Par contre, il y a eu à l'écomusée un médiateur qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui ne parlait pas breton et qui a été formé en interne, qui a fait les 6 mois, donc il s'est absenté 6 mois pour faire les fameux 6 mois de formation longue STUMDI. Et il est revenu... c'est une formation qui est extrêmement efficace. En 6 mois, on parle breton. C'est moi-même ce que j'ai fait. Et il est revenu en parlant breton et il a mis tout de suite en œuvre dans le cadre de son travail. Donc, on peut faire les deux. Oui, je voulais ajouter quelque chose pour l'historique au musée de Bretagne. C'est pas la demande qui crée l'offre, mais l'offre qui crée la demande. Je ne veux pas trop me lancer de fleurs, mais l'offre en breton n'existait pas avant mon arrivée. J'en avais parlé au directeur de l'époque qui avait trouvé l'idée intéressante. J'ai contacté moi-même les écoles. Aujourd'hui, ça s'est bien installé dans le paysage. Je voulais dire aussi que les musées avaient un rôle très important à jouer sur les langues régionales. Si les musées ne le font pas, qui le fera? L'offre en breton sur la place de Rennes, en tout cas pour les scolaires, elle n'émane que du musée de Bretagne, ou alors il y a un peu le cercle celtique aussi, mais on a vraiment un rôle très important. Et pour finir, je veux dire que ce que je peux dire sur la réception et la perception de ce qu'on propose nous en Breton Musée de Bretagne, les Bretonnants ou les Britophones sont hyper contents de trouver une offre. Et ils ne vont pas dire oui, c'est la langue bretonne et le musée parce qu'elle est arrangée comme un objet dans un placard. Ils sont vraiment très contents de l'offre, hein. Les musées ont un très très grand rôle à jouer. Et je milite pour la formation en interne et pour que la langue bretonne ou tout type de langue devienne une langue de communication, hein. Pour ma petite expérience personnelle, j'apprends des mots d'arabe avec les femmes de ménage tous les matins et je leur apprends des mots de breton. Et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien puisqu'on est dans un pays... Quand même, c'est la France, hein. La langue française, c'est toute une histoire depuis Villers-Cotterêts ou la Révolution française. Et de voir ces personnes qui parlent d'autres langues se dire tiens, il est français ce garçon-là, il parle autre chose que le français, ça fait du bien, ça ouvre et ça démocratise les langues. Céline, j'en profite pour mentionner que la formation en gallo, c'est que 4 semaines, c'est pas 6 mois. Ah, merci. Ça ne suffit pas. C'est pas suffisant. Oui, il te faut 6 mois. Alors, je trouve que les mots de Pascal étaient bien pour conclure, mais si Audrey veut aussi rajouter un petit mot de la fin, je propose de vous céder une dernière parole et on en arrêtera là pour ce jeudi pour respecter notre timing. Non, je trouvais intéressant pour ce qui est de la formation, de voir un petit peu les différences. Alors, le basque est réputé comme très difficile à apprendre. Donc, moi, personnellement, je viens d'une famille bascophone, mais qui ne me l'a pas transmis, et ça fait des années que j'apprends. Donc là, je suis contente, je suis en train de travailler le CE1, donc voilà, on y arrive. Mais voilà, c'est très, très long, et justement, c'est ce qu'on fait des efforts de formation au niveau du musée basque, mais pour arriver à ce qu'un médiateur soit capable de faire une visite en basque, il ne peut pas démarrer un apprentissage de zéro. Et justement, le problème des recrutements, le problème, entre guillemets, de la fonction publique, c'est que recruter des contractuels, des bascophones, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de gens localement qui parlent le basque, mais qui ne sont pas forcément fonctionnaires. Et donc, le problème de la fonction publique, c'est que pour des postes de fonctionnaires, il faut des fonctionnaires.
et qu'on a du mal à trouver des fonctionnaires qui parlent basque. Et on a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, donc ce qui est super, hein, c'est très intéressant d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs. Mais au niveau de la langue, ça peut poser des problèmes. Voilà. Eh ben, merci Audrey pour ces éléments et tout le monde d'ailleurs pour toutes vos contributions. Voilà, un jeudi encore une fois fort riche et animé par vos différentes contributions et puis celles aussi des participants. Voilà, merci à toutes les régions de France et on aurait pu terminer par des au revoir dans les différentes langues pour apprendre quelques mots. Alors, Kenavo, Avéchal, au revoir, Tout à le monde. bientôt. Milèche Karainis, merci beaucoup et Lâche Arte, à bientôt. Salut bis Sommer und bis zum nächsten Mal. Adi Schatz. Eh bien, à très très bientôt, chers amis.